Donc nous sommes quittés la dernière fois sur une belle étude du rapport que Michael Nyman a entretenu avec le cinéaste donc, Peter Greenaway, et notamment sur les relectures de Henry Purcell, donc de l'époque du XVIIe anglais. Et nous avons vu que Nyman traitait la musique de Purcell d'une manière plutôt rythmique que purement mélodique. Donc on peut penser que le compositeur Michael Nyman est un rythmicien avant tout. J'insiste là-dessus dans le sens où, dans l'histoire, vous avez plutôt des compositeurs qui sont mus par le rythme et d'autres qui sont mus par la mélodie. Un petit exemple, pour moi, Beethoven est un rythmicien. Son premier élan est rythmique. Le départ de la 5e symphonie, hein, c'est un rythme, c'est pas une mélodie, hein, c'est un rythme. Et à partir de là, il construit rythmiquement toute sa symphonie. Alors je ne dis pas qu'il est incapable de faire une mélodie, hein, mais sa première essence créative est dans le rythme. Un Schubert qui vit à la même époque que Beethoven, Schubert, sa première essence créative, c'est la mélodie. Et sa structure n'est plus du tout la même. Beethoven donne une architecture à sa forme, Schubert donne un côté très nomade et très aléatoire, en fin de compte, à sa forme. Et c'est ce qui fait que des compositeurs peuvent être mélodistes et d'autres rythmiciens. Donc j'en reviens à Michael Nyman, qui, lui, est purement rythmique. Parce que ce n'est pas les mélodies de Nyman. Vous avez vu comment Purcell, lui, travaille sur le rythme avec une certaine forme de mélodie et comment Nyman s'en empare, c'est-à-dire en recréant une forme dérivée du rock, etc. etc. Je vais vous donner un autre exemple aujourd'hui, parce qu'on parlait de Peter Greenaway, donc je vous ai parlé de 2 films de Peter Greenaway dans lesquels Michael Nyman avait fait la musique. Notamment le tout premier long métrage qui a fait reconnaître Peter Greenaway, qui était donc Meurtre dans un jardin anglais, et l'autre qui était en 81, et en 1989, vous aviez le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Et Michael Nyman a été quelque part, sur la plupart des films de Peter Greenaway, associé à ce réalisateur comme étant un duo absolument, on va dire, complémentaire entre musique et cinéma. N'empêche qu'il y a un autre compositeur qui a intéressé Peter Greenaway, et sur un film qui est sorti en 1987, qui s'appelle Le ventre de l'architecte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas, moi je l'avais vu au cinéma à cette époque-là, Le ventre de l'architecte, dans lequel la musique n'est pas de Michael Nyman. C'était la première fois en plusieurs années que tout d'un coup, Peter Greenaway s'intéressait à un autre compositeur. Et ce compositeur-là s'appelle Wim Mertens. C'est un Belge. Wim Mertens, par rapport à Nyman qui est né en 1944, Wim Mertens, lui, est né en 1953. Mais il est issu quasiment de la même souche. C'est-à-dire que son propos est aussi rythmique, même s'il fait une création. C'est une rythmique qui est issue, plus ou moins, j'en reparlerai tout à l'heure, mais issue des répétitifs américains, bien entendu, mais une rythmique qui a suffisamment intéressé Peter Greenaway pour qu'il en fasse toute la musique de film du ventre de l'architecte en 87. Alors, je vais vous faire écouter à quoi ressemble la musique de Wim Mertens. Elle est, donc vous allez voir, elle n'est pas forcément mélodique. Elle croise quelque chose qui viendrait un peu de Philip Glass, dans ses accords, dans l'harmonie, etc., mais avec une essence purement rythmique, comme Michael Nyman. Donc, et avec un son qui pourrait même des fois se rapprocher de celui de Michael Nyman dans les films de Peter Greenaway. Alors, Wim Mertens, voilà. Je montre avec, voilà. Le ventre de l'architecte. Et au passage, vous allez voir qu'il y a quelques images c'est un petit montage au niveau du film. Et les images de Peter Greenaway, dont je vous parlais déjà la semaine dernière, les images de Peter Greenaway sont des images quand même vraiment issues d'un regard d'un peintre, d'un plasticien. Hein, Peter Greenaway a une formation aux Beaux-Arts. Et
Donc il structure son image comme un peintre, soit par des éléments complètement symétriques, soit par des mises en scène qui peuvent se rapprocher de l'histoire de la peinture, voire même dans les couleurs, hein, dans la forme. Donc voilà la musique de Wim Mertens sur des images de Peter Greenaway. Bon, je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour comprendre que c'est rythmique, c'est une musique rythmique. Hein. Il part sur un élément, et c'est pour ça que ça fait penser quelque part, je ne sais pas si ça vous fait penser à Philip Glass, mais il y a des relents de Philip Glass. Hein. Là, Wim Mertens, qui ne reprend rien de l'histoire baroque, hein, bien entendu. Hein. Là, je fais une petite aparté aujourd'hui sur certains compositeurs qui sont influencés quelque part par ce mouvement répétitif, mais quand Wim Mertens part sur une harmonie, là, il part sur quelque chose qui est de l'ordre de Philip Glass, et il part sur une rythmique. Etc. Et après, il fait... Philip Glass. Une harmonie traitée dans le rythme. Hein, et vous avez cette fonction que la musique enlève une partie purement mélodique pour arriver à créer une harmonie rythmique. Et c'est étonnant que ça influence de plus en plus d'ailleurs des compositeurs, même plus récents, même dans la création, dans le cinéma, dans le théâtre, etc., où une harmonie rythmique suffit à créer des formes émotionnelles. Et que la mélodie aurait tendance presque à disparaître pour les plus créatifs, hein, ceux qui sont influencés par cette postmodernité. On ne met plus en avant une sorte de mélodie absolue, on met en avant le fait que
il suffit de quelques accords dans l'enchaînement pour créer une forme émotionnelle. Quelques accords. Et si on les met dans un rythme, eh bien vous l'avez immédiatement. Ce que fait Michael Nyman quand il reprend justement cet air du froid, hein, de le faire dans ce sens-là. Hein. On n'a pas besoin forcément d'une mélodie là. On a quelque chose qui se suffit à soi-même et qui est quand même issu quelque part du contraire de ce que l'histoire de la musique nous a amené. C'est-à-dire que l'histoire de la musique est partie de la notion de la mélodie, puisque pendant des siècles, il n'y a eu que de la monodie, hein, de la mélodie qui n'était pas accompagnée, puisque l'harmonie n'était pas encore de souche. Les vraies mélodies accompagnées, elles arrivent au XVIe siècle, réellement. Avant, bien sûr qu'il y a du chant, le chant grégorien, etc., est monodique, il est même plutôt, je dirais, non accompagné. Et quand, dans l'Antiquité ou dans certaines cultures, on a une monodie, elle peut être accompagnée par un son qui est de l'ordre d'un accompagnement, qui est de la première note de la gamme, et qui accompagne et qui gère la mélodie par-dessus, et qui donne un point de repère, je dirais, terrestre ou gravitationnel à la mélodie. Et c'est à partir de là, quand l'harmonie arrive au XVIe siècle, on peut construire donc des mélodies par-dessus, avec une harmonie. Donc là, il y a une symbiose qui se passe entre mélodie et harmonie, jusqu'au moment où, au XXe siècle, quand on commence à se poser la question, notamment dans cette période dite postmoderne, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, qu'est-ce qui est le plus évident dans le rapport entre le minimalisme, le répétitif et l'expressif. Eh bien, on va garder l'harmonie comme étant une forme de souche créative dans une forme rythmique. Donc ce que fait Michael Nyman, ce que fait Wim Mertens aussi. Alors, je vais en profiter pour recréer la filière. Vous avez donc dans cette génération de compositeurs, donc Nyman est né en 1944, Wim Mertens est né en 1953. Vous avez John Adams, l'Américain, qui est né en 1947. John Adams aussi, il part sur les mêmes principes, c'est-à-dire que c'est un orchestrateur absolument, je dirais, d'un raffinement assez rare, mais qui prend les éléments répétitifs comme étant dans l'essentiel de sa création, et donc il va partir sur des formes où c'est l'harmonie qui, par le rythme, qui va créer la matière sonore, qui va créer le temps, qui va créer l'émotion. Alors, je vais vous faire écouter un petit bout. Et après, on va remonter un petit peu l'histoire. John Adams, donc John Adams, Shaker Loops, ça serait bien. Si on avait la partition, ce serait encore mieux. Voilà, c'est lui, John Adams. Voilà, John Adams, 1947. Oh là là, oui, c'est pour qui? C'est pas pour nous. Faut écouter juste un peu le départ de Shaker Loops qui date de 82.
changement. Bon. Comme ça dure 30 minutes, je vous laisserai l'écouter vous-même, etc. Donc Shaker Loops, vous voyez que c'est quand même un élan rythmique et vous avez une couleur qui s'étale de plus en plus et qui grandit à l'intérieur des cordes, de ce jeu rythmique des cordes. C'est très très bien écrit, parce que la matière, elle se fait très rapidement et on est dans une forme harmonieuse. Hein, on est dans une forme à la fois contemporaine par le fait que ce soit répétitif, que ce soit resserré dans l'espace de la matière des cordes, mais en même temps, on est dans une forme harmonieuse. On n'est pas dans une forme complètement déconstruite ou complètement, on va dire, à l'opposé de ce qui se passe au XXe siècle, justement. On est dans quelque chose qui reste ou qui redevient quelque part harmonieux pour le public, pour nos oreilles. Et donc, il faut écouter ce Shaker Loops. Alors, je vous fais remarquer, regardez, on est en 82 là, Shaker Loops. En 81, il y a donc Nyman qui reprend Purcell sur les films de Greenaway. La musique qu'on a écoutée de Wim Mertens, elle date de 83. Alors, on est dans le début des années 80 là. Et donc tout se cristallise autour d'une forme quelque part rythmico-harmonique, autour d'un ensemble de compositeurs qui sont de plus en plus reconnus et qui tournent encore, hein, je veux dire, qui continuent à créer, hein, encore même à l'heure actuelle. Ces compositeurs-là, donc, se réclament, si on remonte un peu l'histoire, se réclament donc de ce courant répétitif américain, de ces compositeurs qui sont nés sur la génération d'avant, c'est-à-dire dans les années 30, que ce soit Terry Riley, que ce soit Steve Reich ou Philip Glass, donc 35, 36 pour Steve Reich et 37 pour Philip Glass, croisant plus ou moins pour Wim Mertens, Philip Glass avec une forme rythmique, mais celui qui est le plus marquant dans le rythme, ce sera Steve Reich, qui est né en 36 et qui lui va reprendre, vous savez qu'il fait des études sur les rythmiques africaines, au niveau des tambours africains et de la musique balinaise. Donc musique balinaise qui est aussi une forme répétitive et relativement intéressante. Et Steve Reich va imaginer des formes rythmiques avec des éléments très simples, donc issus du minimalisme, des éléments très très simples qu'il va décaler entre eux. C'est-à-dire qu'on va appeler cette forme-là le déphasage. Il va déphaser des formes rythmiques à partir d'éléments. Je vais vous montrer un exemple de ce qu'est le déphasage et qui peut paraître aussi le plus simple pour vous, même si vous ne lisez pas forcément la musique. Je vais vous montrer un élément d'une pièce donc pour piano Steve Reich. Je vais mettre piano phase. Ouais, piano phase. Si on peut avoir la partition. Voilà, la partition telle qu'elle peut être analysée là. Voilà. Voilà, ça part d'un élément très simple. Vous voyez, la musique répétitive part d'un élément quasiment unique. Là, pour les pianistes, c'est intéressant. Regardez comment il écrit donc ça pour deux pianos. Donc le premier piano commence une phrase qui va être immuable. Une notion de performance, elle est là, parce que ça dure 30, 40 minutes. Ça peut durer assez facilement. Ça peut être très, 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 très long, très allongé. Hein. Là, il y a marqué 6 minutes 27, parce que c'est juste une démonstration. Il n'y a pas le nombre de fois répété. Hein, donc ça s'allonge vraiment dans le temps. Vous voyez qu'à partir d'un élément très simple, où vous avez les deux mains sont superposées là, comme ça, et vous avez donc 3 notes qui se répètent 2 fois à la main gauche, et 2 notes qui se répètent 3 fois à la main droite. Ce qui nous permet de faire une phrase qui se répète, mais qui se
rééquilibre, c'est déjà pas évident à la jouer de manière régulière. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la main droite qui fait ça, et de l'autre côté la main droite, la main gauche, je veux dire, qui fait ça, donc, et de l'autre côté la main droite qui fait. Donc les deux ensemble alternés, ça donne. Voilà, ça donne une phrase intéressante. Et à partir d'un élément minimum, comme la manière dont c'est pensé. Et rien que cette idée-là, vous comprenez après les influences rythmiques qu'il peut y avoir chez Nyman, chez Wim Mertens, chez John Adams, etc. Parce que ça part d'éléments simples, essentiels, et qui vont se développer après par la répétition, dans le temps, dans la durée. Alors, il suffit d'avoir donc cette phrase-là, et d'avoir le deuxième piano qui rentre sur la même phrase avant de décaler. Et dès que ça se décale, ça crée une forme, quelque part, harmonique. Voilà, le deuxième piano rentre, il fait la même chose. Un certain nombre de fois, et là, il y a décalage. C'est tout d'un coup, le deuxième piano, au lieu de commencer ici, commence là. On a l'impression d'une stéréo qui se déplace comme ça dans l'espace. Et à chaque fois, il décale d'une note. Et ça donne ce résultat-là. Mais c'est toujours la même phrase qui se décale d'une note à chaque fois. Voilà. Vous le travaillerez chez vous de cette manière-là. C'est relativement simple. La difficulté, bien sûr, techniquement, déjà, il faut tenir le coup sur la pulsation. Il ne faut pas bouger. Parce que c'est joué vraiment, quand c'est joué en direct, c'est joué en direct. Il ne faut surtout pas bouger. Et puis, il faut surtout, quand il y a deux musiciens, ça va, parce qu'il y en a un qui va décaler d'une note. Mais il ne faut surtout pas bouger de la pulsation générale. Parce que vous bougez une seule fois et il y a tout qui part, il y a tout qui s'écroule quelque part. Hein. Donc la notion même, ce que ces compositeurs-là, que ce soit Philip Glass, Steve Reich ou Terry Riley, ont initié, c'est une forme de performance musicale. C'est pour ça qu'ils ont trouvé des musiciens. Il a fallu qu'ils cherchent au départ, quand ils ont créé leur propre musique, il a fallu qu'ils cherchent des musiciens capables de dire « je me lance là-dedans ». Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas du tout une forme classique par rapport à des musiciens qui jouent Chopin, qui jouent Schumann, qui jouent même à la limite Scriabine, qui jouent Bartók, etc. etc. C'était complètement impensable de se dire « mais comment ça, pendant 40 minutes, je vais jouer la même phrase ? Et il faut que je tienne ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une vraie performance. Alors imaginez quand il y a un ensemble. Quand ils sont 18 à jouer, et qu'il faut quand même garder une certaine forme d'énergie et de pulsation et de conscience et une concentration absolue à 200% minimum, parce que sinon ça ne se passe pas. Donc la vraie difficulté de la musique répétitive, c'est ce tout, c'est cette notion même de performance. Et donc pour remonter un petit peu sur l'histoire, en fin de compte, ces musiciens-là, puisqu'on parle d'histoire de la musique, hein, ces musiciens-là se sont opposés donc à toute une gamme de compositeurs qui voulaient créer des ruptures telles par rapport au classicisme, au romantisme, des ruptures telles que ils sont devenus tellement abstraits dans leur musique et dans leur pensée qu'ils se sont enfermés dans un processus, dans une tour d'ivoire, assez éloigné du public. Le public, il y a des gens qui vont suivre, bien entendu, mais de moins en moins.
plus on avance dans le XXe siècle, moins il y a de personnes qui suivent leur processus donc, de réflexion mentale, intellectuelle, de spéculation d'écriture, etc., qui a toujours existé dans la musique au niveau de l'écriture. Hein. Il y a toujours eu spéculation. Mais là, le XXe siècle a amené quelque chose de tellement inaccessible pour la plupart, plus de mélodie, plus vraiment de rythme, des éléments, on ne sait plus de quoi, alors, comment penser, on se pose peut-être trop de questions, certainement, mais on n'arrive pas à trouver où sont les formes émotionnelles, certaines formes de musique donc dites contemporaines. Donc ces musiciens-là ont fait une rupture en reprenant presque l'origine de la musique, c'est-à-dire, voilà, l'origine, c'est l'essence de la répétition, l'essence d'une certaine staticité, une certaine modalité. On est dans une musique modale. Donc on retrouve une forme, je dirais presque passive d'écoute. On n'est plus en train de se poser des questions, d'être dans une action, donc dans quelque chose qui pose problème, en disant je ne sais pas quoi écouter, je ne sais pas comment faire, etc. Et nous sommes donc dans une phase à ce moment-là, donc c'est les années 60, début des années 60, début des années 60-70, où vous retrouvez une essence qui est en fin de compte primitive. Vous retrouvez la musique telle qu'elle est à l'origine et qui est basée, vous le savez bien, hein, sur la nature elle-même, sur la physiologie du corps, hein, le corps qui est répétitif dans sa respiration, dans le battement cardiaque, et la nature qui alterne, bien entendu, des jours et des nuits, et puis des saisons, puis des années. Enfin, il y a le temps cosmique, le temps quotidien, etc., qui se mélangent, mais qui est toujours cyclique. Donc la musique, par essence, au départ, elle est répétitive, avant de dire on peut varier. Et la variation, elle est là. C'est-à-dire que quand vous avez une répétition, par exemple Piano Face de Steve Reich, vous avez la même phrase. La variation, c'est de dire la phrase, je la décale juste d'un cran. Et ça change la perception du tout. Et ça, c'est assez génial comme trouvaille, comme invention. Ça nous donne une autre façon d'écouter et ça nous plonge en même temps dans un hors-temps quand on écoute. On ne dit pas, combien de temps ça dure réellement? Il y a un moment où on se décale et on ne pense plus à la durée. On rentre dans un élément flottant en soi-même, on décolle un peu et on rentre dans une forme hypnotique de l'écoute qui permet donc de penser à soi, de réfléchir. Il y a des connexions qui se font entre la méditation qui nous est imposée par la musique, la forme méditative, la forme hypnotique, et en même temps notre propre conscience qui se balade à l'intérieur de la forme hypnotique et méditative. Vous avez tout ça qui fait que quand la musique se termine, si vous l'écoutez vraiment en entier, qu'elle dure 50 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est pas le problème, quand c'est fini, le silence est différent. Ce n'est pas le même silence qu'au départ. Vous êtes dans autre chose. Le silence, il est nourri de quelque chose qui s'est passé, qui est de l'ordre de cette performance de durée, de cette performance de répétition, et qui fait que ça a transformé quelque part votre propre conscience dans l'espace-temps de la musique. C'est assez impressionnant. Mais il faut se lancer nous-mêmes, hein, en tant qu'auditeur, dans la performance. Ne pas dire, bon, mais ça se répète, c'est bon, j'arrête. Non, non. Allez jusqu'au bout, parce que la répétition fait qu'il y a des moments où quelque chose a changé, quelque chose a bougé. Et c'est le minimum qui fait qu'on a cette perception de ce qui a changé, de ce qui a bougé. Et c'est pour ça qu'on appelle cette musique-là aussi minimale. Or, tout ça vient d'une pensée d'avant encore. Si je remonte les répétitifs américains, ils sont influencés par une libération de la conscience au XXe siècle, initiée par un compositeur qui est de génération encore avant eux, américain, et qui s'appelle John Cage. John Cage est né en 1912, il est décédé en 92. John Cage a fait des études de musique auprès de Schoenberg aux États-Unis. Schoenberg, qui est quand même le père de cette fameuse musique contemporaine, qui était déjà atonale, le père du dodécaphonisme, du sérialisme, etc. Donc ce Viennois qui a initié une nouvelle forme de musique, tout en connaissant très bien son histoire de la musique d'ailleurs, un autodidacte,
qui a réellement analysé l'histoire de la musique. Donc, il a analysé Mozart, il a analysé les classiques, il a analysé les romantiques, etc. Et ses premières œuvres sont post-romantiques. Puis, il change carrément. Il s'exile aux États-Unis à cause de la guerre. Et c'est John Cage qui va prendre quelques cours avec Schoenberg. Et c'est là où John Cage va réagir en disant, donc c'est très très bien ce principe des auteurs, etc., ce principe de formalisme, de structuration, d'intellectualisme de l'écriture, etc. Mais John Cage a voulu tout d'un coup, il s'est posé de nouvelles questions. Et ces nouvelles questions, c'est très bien de gérer des notes, des hauteurs, etc. Et pourquoi je ne gérerais pas des formes de bruit ou des formes de hauteur indéterminées? Alors, il va commencer à travailler sur des structures musicales à partir d'éléments de percussion, c'est-à-dire pas forcément des hauteurs déterminées. Donc, il va y avoir des études en métal, des études rythmiques, etc. Et c'est lui qui va initier aussi, dès les années 40, après la Seconde Guerre mondiale, 45-46, le piano préparé. C'est-à-dire qu'il va mettre des objets dans les cordes pour transformer le son du piano, comme si on avait un petit ensemble de percussions, en fin de compte. Hein, je ne sais pas si je peux pas vous le... il faudrait que j'enlève ça, non, il faudrait que je soulève ça, c'est un peu compliqué. Mais il suffit de toucher les cordes d'une certaine manière. Je ne sais pas si je peux. Attendez, je vais vous montrer. Ça, je vais le poser là. Je m'excuse. Voilà, et là, celui-là, je peux l'ouvrir. Merci. Merci. Donc, il suffit de... alors, il va étudier, au départ, il avait sa cuisine, le piano était dans sa cuisine, donc il prenait des casseroles, etc. Il pose ça sur le piano. C'est un piano plutôt à queue, bien entendu. Et donc, il va poser des objets. Il va se voir quand même que ça donne des éléments très intéressants. Il suffit d'avoir, par exemple, je vous joue une note au piano. Si je joue ça, hein, c'est un son de piano, hein, un peu désaccordé, je vous l'accorde. Un peu désaccordé parce qu'il fait un peu froid en ce moment, donc les cordes, il suffit de... Voilà. Je touche la corde, juste avec le doigt, et je vais avoir un autre son, là. Des sons qu'on retrouve d'ailleurs dans la musique de film. Hein. Je mets la main. J'en profite si j'ai une bague. Le métal va faire un son, le caoutchouc, le bois, etc. Et donc, il va fabriquer des sonates, des interludes pour piano préparé. Ce qui fait que les hauteurs ne sont plus déterminées, c'est-à-dire qu'il met des notes, parce que les notes, c'est le clavier. Mais les notes que l'on entend ne sont pas les notes du clavier, en fin de compte. Si il joue un do, on peut avoir un do avec un bruit, et pas un vrai do. Et il commence à ouvrir le propos dans la conscience musicale du « tout est musique ». On s'approprie le son, on s'approprie le bruit, on s'approprie la structure d'une forme et il travaille sur quelque chose de relativement répétitif, minimal. Voilà un petit exemple. Donc là, je remonte et vous allez voir que donc, les répétitifs se sont quand même aussi se sont laissés influencer par cette forme-là. Voilà John Cage. Donc John Cage, Prepared Piano, donc piano préparé. Voilà. Avec une partition, c'est encore mieux parce que... Voilà. Ouais. Ça, c'est pas du piano préparé. On va y arriver. Montrer que la hauteur, tout d'un coup, l'écriture fabrique un phénomène différent de ce qui est écrit, de ce qu'on entend sur un piano normal. Et que donc cette répétition et ce minimalisme qui est sous-tendu dès 1945-46 va forcément influencer
la génération qui va naître dans ces années 30 et qui va fabriquer une certaine forme de post-modernité. Alors, j'avance un petit peu juste pour montrer. Voilà. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, là, donc, ce sont des expériences sonores qui ne correspondent plus du tout aux hauteurs qui sont écrites. C'est du piano. Je dirais presque de la musique balinaise. « 1945-46, hein, 47, voilà, c'est le milieu des années 40. Bon. Etc., etc. Donc là, vous avez un petit extrait de ces sonates et interludes qui sont vraiment très significatives. Hein. Cette notion, cette ouverture de la conscience musicale vers le bruit, vers le tout est possible, parce que la devise de John Cage va devenir « tout est musique ». Et sa devise américaine, c'est « Happy New Ear hein, », donc bonne nouvelle oreille. Ear, voilà, et pas une bonne nouvelle année, hein, c'est pas une bonne année, Happy New Year, il va dire Happy New Ear. Donc essayez d'ouvrir votre conscience. Et cette conscience-là va s'ouvrir de plus en plus parce qu'il va prendre en même temps qu'il développe ses formes musicales, il va prendre des cours avec un professeur qui s'appelle Suzuki et il va s'initier à une certaine forme de pensée bouddhiste zen. Ce bouddhisme zen-là va ouvrir la conscience vers des chemins et des territoires aléatoires au niveau de la musique. C'est-à-dire qu'un dessin, une forme, une image, un point, etc., tout peut devenir musique. Donc tout peut devenir partition. Et il va arriver en 52 à une pièce très connue qui s'appelle 4 minutes 33 secondes. Et ces 4 minutes 33 secondes, c'est du silence. Dans le sens où, bien entendu, beaucoup de professeurs de musique ou de musiciens jugent que c'est une arnaque, ce truc-là. C'était facile de faire ça. Bah oui, c'est facile. Ces 4 minutes 33 sont divisés en 3 mouvements, donc rapprochement avec la structure classique. Il y a un mouvement donc, de 1 minute 33, un mouvement de 2 minutes et un mouvement d'1 minute. Mais c'est que du silence. C'est-à-dire que le pianiste s'assoit et il ferme le piano avec un chronomètre pendant 1 minute 33. Puis, il rouvre, il referme le piano pendant 1 minute, etc., etc. Cette idée-là, donc, ce n'est pas une arnaque en fin de compte, c'est de retrouver quelle est la conscience originelle de la musique. La musique, elle naît du silence, parce que ce silence-là, il n'existe pas. Le vrai silence sur Terre n'existe pas. Il a fait, avant de faire ces 4 minutes 33, il a fait plusieurs expériences dans des chambres sourdes, etc., où il entendait encore sa physiologie fonctionner. Et donc, le silence n'existant pas, selon l'endroit où on donne la pièce, par exemple, si je me tais et que je vous donne un extrait de 4 minutes 33, fin de l'extrait, vous avez entendu plein de choses. Et c'est ça qui vous donne une nouvelle musique tout d'un coup, à écouter. C'est-à-dire, si vous l'écoutez comme si c'était une forme musicale, vous avez eu, au-delà de là, quelques sons de clarinette, un claquement de porte, la chaufferie là, de notre salle, etc., quelques éléments de l'extérieur, les pompiers là, qui sont passés au loin, etc. Et tout ça, ça vous fabrique une écoute active au niveau de quelque chose qu'on n'écoutait pas forcément au départ. On dit, j'écoute de la musique, c'est de la musique. S'il n'y a plus de musique, c'est du silence. Mais oui, mais de quoi est fait le silence? Et donc la conscience d'aller écouter le silence vous donne à chaque fois une vision nouvelle d'une forme musicale complètement aléatoire. Étant donné qu'on est au XXe siècle, ce silence, quand il a créé 4 minutes 33, en plein New York, avec un piano dans une des rues de New York, forcément, c'était un silence assourdissant.
bien entendu. Donc, quelque part, on retrouve les origines de la musique, c'est-à-dire de quoi est née la musique, de l'écoute de ce fameux silence. La nature, soi-disant silencieuse, qui fourmille, en fin de compte, de sons. Notre nature, qui fourmille aussi de sons, et qui a fabriqué donc des formes musicales, des formes mélodiques, des formes rythmiques, etc. Sauf que là, maintenant, on redevient, avec John Cage et ses 4 minutes 33, quelque chose où on redevient des primitifs urbains. On a la ville au milieu, on a l'industrie au milieu, on a la technologie au milieu, etc. Mais vous donnez 4 minutes 33 en haut d'une montagne, vous donnez 4 minutes 33 au bord de mer, ou dans un petit garage en tôle, pendant un orage de grêle, vous n'avez pas du tout la même vision des 4 minutes 33. Et c'est donc toute cette conscience-là que John Cage a ouvert. Et c'est lui le premier qui a commencé à fabriquer ce qu'il a appelé des happenings, quelque chose qui se passe. Et pour convoquer des happenings, il fallait des choses un peu paradoxales, qui fonctionnent dans le même lieu en même temps. Donc il demandait à un groupe rock, il demandait à une claveciniste, il demandait à des trampolinistes de venir, puis il se passait un truc. Vous entendiez en même temps du clavecin, du rock, des gens qui sautaient sur un trampoline, etc. Ou alors, ils pouvaient créer des formes qui, dans l'ordre du bouddhisme zen, peuvent être reconnues comme étant, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Il suffit de les regrouper pour interroger la réalité de ces choses. Et John Cage, donc, convoquait un public dans un théâtre, par exemple, en disant, il ne disait rien, mais voilà, vous allez assister de telle heure à le temps qu'il faut. Ça pouvait durer des heures, comme ça. J'ai lu un des happenings, il y avait John Cage qui était sur une scène du théâtre, du côté jardin, qui tapait à la machine à écrire. Tapait un texte. Puis, il y avait une autre personne qui était dans le public, qui lisait un texte à haute voix. Et puis, vous aviez la chanteuse Cathy Berberian, qui a été la femme de Luciano Berio, qui mangeait un plat de pâtes. Voilà, c'était un happening. Donc, cette ouverture-là et cette conscience a donné aussi à la génération d'après, aux musiciens, d'aller justement de dire, bon, c'est très bien l'aléatoire, c'est très bien cette ouverture-là, mais on peut donc faire ce que l'on veut. On n'a plus de schéma imposé par une sorte de dictature contemporaine, etc. Donc on va revenir aussi à des origines, on va revenir à des formes qui ont été depuis longtemps abandonnées, et on va revenir aussi aux origines, la répétition étant une des formes les plus significatives. Bien entendu, les répétitifs américains ont travaillé sur des rythmes, sur des harmonies. La génération d'après, Michael Nyman, John Adams, Wim Mertens, etc., qui sont donc restés rythmiciens quelque part, ont travaillé à la fois là-dessus et éventuellement, comme Michael Nyman, sur des rapprochements avec des époques passées. Pourquoi je ne reprendrais pas du Purcell et que je me le réapproprie et que je change le rythme, etc., etc. Ça, c'est une donnée qui vient aussi de cette ouverture de John Cage. Oui. Est-ce que c'était concomitant avec les peintres qui, par exemple, faisaient des tableaux blancs ou Alors, c'est très bien de dire, parce que j'allais remonter encore un peu aussi dans le temps, parce que je dis d'où vient John Cage, parce que John Cage ne s'est pas inventé tout seul. Mais ceci dit, parallèlement à l'expérience de John Cage, vous avez le chorégraphe Merce Cunningham, qui a travaillé de la même manière sur la danse, en mettant des formes. Il travaillait avec John Cage d'ailleurs, lui faisait la musique, et Merce Cunningham construisait des chorégraphies sur des lignes, mais il structurait tout dans le silence. C'est-à-dire tous les danseurs comptaient pour arriver à des formes, compter jusqu'à 8, etc. Donc des formes où vous avez une dichotomie entre la jambe, le bras, etc. Et des choses qui étaient presque antagonistes, presque des fois, vous dansez avec une chaise dans le dos, par exemple, attacher une chaise dans le dos et vous dansez avec une chaise dans le dos. Il fabriquait tout ça, et le jour du spectacle, John Cage mettait la musique sur la chorégraphie. Et ça fonctionnait complètement. Mais je veux dire, chacun faisait le truc de son côté. Il ne se voyait pas pour ça. Donc voilà, un nouvel happening.
Et les peintres qui sont en relation avec John Cage, notamment celui qu'il a bien connu, c'est Rauschenberg. Rauschenberg, c'est avant le pop art. Et Rauschenberg a aussi créé une forme de peinture comme un happening en mêlant à la fois de la peinture, de l'abstraction, du figuratif, de la photographie, de l'objet dans la peinture. Vous avez vraiment un objet, vous avez un pneu sur un fond du côté abstrait, de l'autre il y a des photos, etc. Et c'est tout ce mélange-là, c'est-à-dire cette idée qu'on peut recréer à partir du tout, on peut créer quelque chose qui soit en rupture, mais il crée quand même de l'image. Si on remonte un peu avant, c'est-à-dire les toiles blanches, ces fameuses toiles blanches dont parle Sophie, d'abord il n'y en a pas 36, hein, on remonte à la période russe de Malevitch. C'est Malevitch qui crée en 1917 ce fameux carré blanc sur fond blanc. Mais il était arrivé avant, dans sa période dite suprématiste, au carré noir sur fond blanc. Mais il y a aussi le cercle noir sur fond blanc, il y a aussi le rectangle, enfin, c'était des formes géométriques simples sur un fond blanc. Quand il arrive sur le carré blanc sur fond blanc, il fait un acte de peinture, c'est-à-dire que si vous le regardez ce tableau, carré blanc sur fond blanc, vous voyez que le blanc du carré au milieu n'est pas peint de la même manière que le fond blanc. Le fond blanc est peint d'une certaine manière et le carré blanc par-dessus est peint d'une autre manière. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes traits de pinceau. Mais quelque part, Malevitch va à l'extrême idée que la peinture n'a plus besoin d'image pour se représenter, mais juste d'une idée la plus simple et la plus minimale qui soit. C'est-à-dire qu'il est au bord de l'annulation de la représentation de l'image. C'est pour ça qu'après, forcément, la peinture va remettre de l'image et autrement par rapport à Malevitch. Ça, c'était important par rapport au suprématisme. Donc ça, c'est peut-être pour répondre aussi à cette question que le XXe siècle s'interroge quand même sur qu'est-ce qui est à exprimer, qu'est-ce qu'on exprime, à partir du moment où beaucoup de choses se sont faites. Mais on n'est pas encore dans la relecture du passé. On est vraiment dans l'avancée et dans oser aller jusqu'au bord non plus du non-sens, mais au bord de l'expression même, de la représentation même de ce qu'est la peinture ou la musique. Pour John Cage, 4 minutes 33, ça pourrait se rapprocher à presque 25 ans de distance du carré blanc sur fond blanc. Pourquoi pas? On peut le rapprocher. Mais en fin de compte, John Cage ne vient pas en fin de compte de Malevitch. John Cage, lui, sa première idée, ce n'est pas Schoenberg qui l'influence le plus. En fin de compte, ça remonte à un compositeur français bien connu, qui est né en 1866, qui est mort en 1925. Donc, quand il meurt en 1925, John Cage, il a 13 ans. C'est bien. 1925, alors quand je dis ce compositeur est mort en 1925, c'est aussi l'année où Gabriel Fauré, qui a été directeur du Conservatoire national de Paris, décède aussi. Vous avez la naissance de Luciano Berio, tiens, le futur mari de Cathy Berberian, qui travaillera avec John Cage aussi. Vous avez la naissance de Pierre Boulez. Hein, ouais, toutes les jeunes générations, là, 25, sont là. Mais celui qui meurt en 1925, c'est celui qui va amener quelque part et John Cage, et les répétitifs, et les minimalistes, et éventuellement peut-être aussi cette idée du tout est possible, de l'ouverture maximum vers quelque chose où les arts deviennent pluridisciplinaires. Il n'y a plus que la peinture, la musique, etc. C'est un tout. Et cette personne-là, vous la connaissez très bien, c'est Erik Satie. Erik Satie est quelque part à l'origine de toute cette transgression qui va se passer au XXe siècle. Erik Satie, j'ai le temps d'un peu de vous développer Erik Satie. Erik Satie, c'est un personnage singulier qui a été très peu compris et reconnu de son vivant parce qu'il a enlevé une certaine forme de virtuosité à la musique, il a enlevé une certaine forme de technique au profit d'éléments relativement simples, déjà minimum, déjà répétitifs, avec certainement non pas qu'un élan rythmique, mais un élan aussi mélodique. Il y avait de la mélodie chez Satie. Mais au-delà de la mélodie et de la forme répétitive, il y avait des conceptions chez Erik Satie. Il concevait des choses et c'est lui qui
fait par exemple dans les années 1890, hein, je remonte à la fin du 19e, 1890, vous avez ultra connu, bien entendu, ces fameuses gnossiennes. Le nombre de fois qu'il y a cet accord. Hein. Et quasiment tout le temps dans la pièce. Il ne bouge pas. Il y a un moment, il y a celui-là. Il y est 2 ou 3 fois dans la pièce. Et puis, il y a un moment, il y a celui-ci. Il y a 3 accords. Comme souvent, Philip Glass, d'ailleurs, utilise 3 accords. Ça suffit pour créer une forme musicale. Donc, Satie fait ses gnossiennes. Satie fait ses gymnopédies. Donc déjà, rien que les titres, chez Satie, c'est déjà tout un monde, c'est un univers. Personne dans l'histoire de la musique a mis des titres pareils. Qu'est-ce que c'est qu'une gnossienne? Qu'est-ce que c'est qu'une gymnopédie? Qu'est-ce que c'est que... il va avoir ce côté un peu à la fois provocateur, à la fois pince sans rire, donc cet humour à la Satie, d'écrire des pièces qui s'appellent par exemple « Air à faire fuir ». Joli. Des airs à faire fuir. Embryon desséché. Il faut écrire embryon desséché pour le piano. Voilà. Ou danse de travers. Danse de travers. Joli aussi, ça. Et tout est basé sur des formes relativement simples, minimales. Et donc on lui reproche de ne pas bien écrire la musique en fin de compte, parce qu'il faudrait un peu étoffer. Hein. Pourtant, il connaît Debussy, il connaît Ravel, ils se connaissent, il les côtoie, mais il reste un peu dans ce sens-là. Et quand il a 52 ans et qu'on lui reproche quand même de ne pas savoir écrire vraiment bien la musique, de ne pas étoffer un peu plus son discours, il s'inscrit à la Schola Cantorum et il prend des cours d'harmonie, de contrepoint. Et 2 ans après, il ressort avec son diplôme et il revient et il refait la même musique. Il ne change pas. Mais il dit, vous voyez, j'ai le diplôme, donc je sais faire, mais je n'ai pas besoin de vous pour me dire ce que j'ai à faire. Quelque part, il en reste là. Je veux dire que ça va étoffer un petit peu sa musique, mais sans plus, parce que ça restera toujours une musique répétitive, minimale, faite d'une petite structuration. Il écrit beaucoup de pièces de piano parce qu'il n'a pas les moyens de faire des pièces plus grandes, et que vers la fin de sa vie, certains, pour l'aider, vont lui commander 2 ballets. Alors 2 ballets qui vont être mis en scène justement par Picasso, par tous ces gens-là qui côtoient, parce que Erik Satie côtoie beaucoup de monde à Paris à cette époque-là. Et donc il fait 2 ballets dont les titres sont quand même aussi assez significatifs. Le premier s'appelle Parade, donc il n'y a pas de souci, Parade. Et le deuxième s'appelle Relâche. Ça c'est très Satie. Parce que quand un théâtre affiche Relâche, ça veut dire qu'il ferme. Il est fermé le théâtre. Mais non, c'est le ballet qui s'appelle Relâche. Donc vous affichez Relâche dans un théâtre, ça c'est tout l'humour conceptuel de Satie. Satie, c'est une personnalité très énigmatique, très ambiguë, très tournée vers, en fin de compte, la notion de tous les arts. Il va côtoyer beaucoup plus facilement des peintres, des écrivains de son époque, etc., plus que des musiciens. Il va s'en inspirer, il va dialoguer, il va faire aussi, par exemple, des projets aussi intéressants que des pièces pour piano qui s'appellent Sport et divertissement. Sport et divertissement. Voilà. Il va s'acoquiner d'un type qui va faire des dessins, et ils vont faire une édition de musique dans laquelle vous avez donc l'écriture de Satie, donc sur certains sports,
et divertissement, et illustré par un peintre, par un dessinateur. Alors voilà, vous allez voir tout l'humour de Satie est là. Alors, Erik Satie, je vais mettre sport et divertissement, il va me le mettre, voilà, sport et divertissement. Donc je vais vous montrer, ne serait-ce que, et il fait ça en 1914, donc juste, a priori, juste un petit peu avant que la Première Guerre mondiale éclate. Sport et divertissement. Ça, c'est pour vous amener pourquoi Satie a influencé plus que des musiciens. Voilà, c'est son écriture. Hein. C'est l'écriture vraiment de Satie. Hein, il écrivait vraiment comme ça. Ah, voilà. Bon, alors, cette publication est constituée donc dessin, musique. La partie dessin figurée par des traits d'esprit. La partie musicale est représentée par des points noirs. Donc, ça, c'est bien. Ces deux parties réunies en un seul volume forment un tout, un album. Bien, je conseille de feuilleter ce livre d'un doigt aimable et souriant, car c'est ici une œuvre de fantaisie. Que l'on n'y voit pas autre chose. Pour les recroquevillés et les abétis, j'ai écrit un choral grave et convenable. Ce choral est une sorte de préambule amer, une manière d'introduction austère et infrivole. J'y ai mis tout ce que je connais sur l'ennui. Ça, c'est superbe, ça. Je dédie ce choral à ceux qui ne m'aiment pas. Je me retire. Et il y a ce choral qui s'appelle Choral inappétissant. Ça, c'est géant, tout Satie est là, d'ailleurs, le truc. 15 mai 1914, le matin à jeun. Voilà, ça, c'est ça. Et alors, et il y a toujours cette façon de dire, voilà comment vous devez interpréter le choral. Alors, grave, d'accord. Puis là, rébarbatif et hargneux. Ici, hypocritement, jouer hypocritement. Bon, et puis ralentir, etc., etc. Et là, vous avez des formes. Vous pouvez l'écouter parce qu'il y a vraiment plusieurs parties. Hein. Mais un peu plus loin, si on regarde par exemple, le yachting, voilà, vous avez une écriture qui illustre aussi quelque part voilà, le fait que le bateau flotte sur une eau, etc. Et donc, vous avez des formes relativement minimales, répétitives. Un petit exemple, hein, des extraits. Hein. Voilà, ça date du 22 mars 1914, mais tout ce qui est représenté, il y a un tango, il y a donc le carnaval, et tout est là avec des textes tels que Satie sait le faire sur le golf, par exemple. Donc c'est sport et divertissement donc, qui datent de ces débuts du XXe siècle. Mais il ne s'arrête pas là, Satie. C'est-à-dire que Satie côtoie aussi donc, les peintres, donc forcément les vernissages de peinture. Il va souvent dans des galeries, etc. Malgré sa vie miséreuse, parce qu'il gagne très peu d'argent, donc il vit dans un endroit, quand on retrouve juste après sa mort l'endroit où il vivait, où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de rien du tout. C'était une pièce unique dans laquelle il y avait un piano. Alors, il y a deux versions. Il y avait un ou deux pianos, mais les deux pianos étaient attachés l'un en face de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas jouer sur les claviers, puisque les claviers étaient comme ça, et les pianos servaient pour jeter le courrier. Il jetait le courrier dans le piano, en fin de compte. C'était une poubelle, le piano, en fin de compte. Et on a trouvé ça un endroit complètement misérable. Il est mort en 1925, c'était du côté de Arcueil. Hein, il vivait du côté de Arcueil. C'était intolérable. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a influencé, bien entendu, de par sa créativité, son élan. Il a osé transgresser énormément de choses. Et il est allé jusqu'à créer... Et ce n'est pas loin de ce qu'on appelle ce que les 4 minutes 33 de John Cage en 1952. Mais Erik Satie est allé jusqu'à créer ce qu'il a appelé des musiques d'ameublement. Joli, cette musique d'ameublement. C'est-à-dire ce sont des musiques qui ne sont pas faites pour être écoutées. Pourquoi ? Parce que, très très simple de conception, et répétées à l'infini. Tiens, répétées à l'infini. Ouais, ça va influencer aussi le XXe siècle. Répétées à l'infini pour meubler.
les supermarchés, magasins, vous voyez maintenant, vous avez des musiques d'ameublement de partout. Hein, Satie est déjà le précurseur et l'inventeur. Et quand il y avait un vernissage et qu'il y avait une création, il y a des gens qui venaient avec des chaises et tout ça, puis ils s'assoient, ils disaient non, 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 vous asseyez pas, continuez à manger, à parler, etc. Parce que c'est pas fait pour être écouté. Ils s'énervaient tout seuls, en face des personnes. Alors voilà, par exemple, une musique d'ameublement. Alors bien sûr, elles ont des titres, ces musiques d'ameublement. Hein. Il y a, alors on va faire... dire d'ascenseur aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors par exemple, tenture de cabinet préfectoral. Voilà. On va écouter un petit bout. Musique d'ameublement. Tenture de cabinet préfectoral. Et ça recommence. Et ça dure, vous pouvez le jouer 50 fois, 100 fois. Faut pas dire que ce soit très... C'est une musique d'ameublement, pas très réjouissant comme... Et ça recommence. Voilà, donc on peut toujours parler par-dessus, il n'y a pas de souci. Je ne ferai pas de... Bon, etc. Alors, oui, il y a le vexation dont je vais parler. Alors, il y a tenture, mais il y en a d'autres. Voilà, tapisserie en fer forgé, voilà. Musique d'ameublement, 1917. Tapisserie en fer forgé. Là, il y a 4 mesures. Et ça recommence. Et ça recommence, voilà. Mais en 1893, avant 1917, il avait déjà élaboré quelque chose qui était de l'ordre de la durée et qui est de l'ordre de la performance. Bon, il y a carrelage phonique, c'est à vous après de découvrir carrelage phonique aussi, 4 mesures. Voilà, ça donne... Et ça recommence. C'est de la musique répétitive quelque part, hein, n'est-ce pas? Et c'est minimal. Hein. Voilà, l'écriture réelle de Satie, carrelage phonique. Bon, etc., etc., vous avez bien compris le système. Mais il avait déjà écrit, alors je viens de le voir là, ces fameuses vexations. Voilà une partie de... Voilà. Vous pouvez écouter Vexation en 1893. Il écrit Vexation parce qu'il a une histoire d'amour avec Suzanne Valadon, la peintre, mais qui dure que quelques mois, puis il ne se voit pas suffisamment. Donc quelque part, dans l'attente et tout ça, il pense à Vexation et il fait une musique dont il dit au départ, pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand silence par des immobilités sérieuses. C'est superbe, voilà l'expression. Et donc, la musique commence, c'est-à-dire que vous avez une exposition. Donc là, vous avez un signe, ça veut dire que ça commence ici. À ce signe, il sera d'usage de présenter le thème de la basse. Alors, le thème de la basse est joué, et il est presque sériel. Il y a presque toutes les notes de la gamme chromatique, un peu bizarrement, etc. Puis tout d'un coup, on passe à la première fois où vous avez le thème de la basse qui est harmonisé par-dessus à la main droite par des cartes augmentées, une forme très très particulière. Puis on rejoue le thème de la basse et on repasse à celui-là où le thème de la basse est toujours là, donc il y est 4 fois, et harmonisé avec les mêmes notes mais juste renversées. Voilà, on a à peu près, ça c'est une fois. Et il demande qu'on le joue 840 fois, ça. Ça veut dire toute une journée et toute une nuit. Ça veut dire que c'est une musique qu'il a pensée, qui pourrait durer quasiment 24 heures. Voilà. La performance de durée est née.
quelque part. Vous voyez, les répétitifs où ils en sont, hein, ils ont fait des performances de durée par le rythme. Sauf que là, c'est dans la lenteur, c'est pas quelque chose de très brillant, c'est quelque chose d'assez assez sombre, hein, quelque part, comme musique. Hein, on écoute un tout petit bout, vous allez voir que c'est pas... Voilà, ça c'est le thème de la basse, là. Alors, Ré dièse, Sol bémol, Do dièse. Voilà. Fa, Si, Sol bémol, Ré dièse, Do bémol. Ça ne veut rien dire, quoi, tout ça. C'est ni tonal, ni quoi que ce soit. Et c'est harmonisé d'une manière bizarre. Bon, etc., etc. Donc, vexation. Satie, par toutes ces conceptions-là, et au-delà de sa pensée mystique, parce qu'il y a un côté mystique aussi chez lui, je fais la petite parenthèse, c'est qu'au départ, il est né à Honfleur, Satie, une famille plutôt religieuse, et assez jeune, il est dans la branche catholique des Rosicruciens, il est Rose-Croix, membre des Rose-Croix, comme Debussy d'ailleurs le sera aussi, hein, membre des Rose-Croix. Il va être membre des Rose-Croix pendant un certain temps et il va abandonner les Rose-Croix pour créer sa propre église, où il sera tout seul. Et il crée une église qui s'appelle Église métropolitaine d'art de Jésus conducteur, dans laquelle il est le parcier de l'église. Et en tant que parcier, il inonde avec des lettres le milieu culturel. J'ai lu les bulles du parcier, comme il y avait les bulles du pape. Les bulles du pape, j'avais lu les lettres, elles étaient éditées, je les ai lues il y a 30 ans. Il y en a une qui m'avait marqué, il écrit une lettre à Reynaldo Hahn, qui était un peu la coqueluche de l'époque, à cette époque-là, à Paris, etc. Quelqu'un qui faisait de la musique un peu légère, de l'opérette, des formes assez, presque des comédies musicales d'époque. Et il dit, voilà, Monsieur Reynaldo Hahn, en tant que parcier de mon église, je peux vous annoncer que votre musique est proprement de la merde. Franchement, et il signe avec Satie, parcier d'un truc, il balançait des choses, soit c'était dithyrambique, soit c'était carrément, il balançait quelque chose, les pavés dans la mare, quoi. Et ça, c'est très aussi ce côté Satie assez énigmatique, hein, quelque part, hein. Satie, de par cette fonction d'imaginaire, d'ouverture, d'aller aux musiques d'ameublement, va influencer beaucoup de plasticiens au XXe siècle. Les dadaïstes, forcément, ceux qui vont se mettre en travers du sérieux de l'histoire de l'art, donc qui vont donc tout chambouler, dont un des représentants les plus marquants s'appelle Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, c'est celui qui a inventé quoi? Le ready-made, c'est-à-dire l'objet qui est déjà fait, de par le fait qu'il soit fabriqué de manière manufacturée dans une usine. Donc il va présenter un urinoir qu'il va appeler Fontaine, il va présenter un porte-bouteille qu'il signera en disant voilà, je fais rentrer ça dans un musée. Donc le ready-made, c'est l'origine de l'art conceptuel. Et l'art conceptuel, c'est une des bases fondamentales des 50 dernières années de l'art contemporain. Si on peut dire qu'à partir de là, tout est basé sur une conception de l'art, c'est-à-dire on reprend l'objet et maintenant on le détourne. On peut faire de la peinture à l'huile en reprenant des sujets plus modernes, avec des images plus modernes. On fait de la peinture à l'huile, on peut tout faire maintenant. L'objet peut être repris en tant que tel, mais c'est Marcel Duchamp qui l'a lancé, cet objet. Et entre parenthèses, Marcel Duchamp plus Erik Satie, ça donnera John Cage. D'où le piano préparé, l'objet, le bruit, etc., les sensations, donc on va dire, extra-tonal, hors tonalité, hors mode, etc. On peut travailler sur le bruit, sur l'objet sonore.
Et ça va faire naître aussi, bien entendu, l'électroacoustique. Enfin, tout ça, on va fabriquer des instruments qui vont aussi créer des bruits. Luigi Russolo, qui est un des théoriciens de cette époque-là, en 1920, en Italie, produit un livre qui s'appelle L'art des bruits, justement. Donc on est dans le futurisme en même temps, cette période de l'art qui s'appelle le futurisme. On essaye d'inventer des choses qui vont vers l'avenir. On projette l'avenir. Des compositeurs comme Edgar Varèse, déjà à cette époque-là, imaginent qu'il faudrait faire de la musique avec des machines. Voilà, ce sont des précurseurs, des visionnaires quelque part. Mais Erik Satie est à la base de tout ça. Donc il influence les dadaïstes, il influence forcément aussi les surréalistes. Et oui. Et par vexation, parce que vexation, il ne l'a jamais joué, lui, hein, quand il l'a créé, ça. Hein. Il n'est pas fou, Satie. Hein. Moi, je l'ai fait une fois. Hein. Je vous le dis entre parenthèses. Hein. Je l'ai créé vexation, j'ai dit, bon, je vais le faire tout seul. Dans la continuité, je vais faire les 840 fois. Je suis resté 19 heures au piano. Hein, j'avais fait toute la ville d'Aix-en-Provence, c'était focalisé sur ce projet-là. J'avais travaillé avec les Beaux-Arts, j'avais fait tout un projet, et plusieurs musées ont fait des expos autour de ça, et le projet s'appelait Immobilité sérieuse. Et donc j'ai joué au piano les 840 fois, il y a eu à peu près 2000 personnes qui sont passées, dont la représentante éminente à l'époque, c'était en 2004, du 4 au 5 mai 2004, j'ai joué. Il y avait Ornella Volta, qui était la directrice de la Fondation Erik Satie à Paris. Donc j'étais allé voir aussi pour dire, voilà, je vais faire ça, je voulais le faire tout seul. Pourquoi j'ai dit je voulais le faire tout seul et dans la continuité, tel que Satie le demande, pour créer une performance, bien entendu, mais parce que jusqu'à présent, ça n'a jamais été joué dans ce sens-là. C'est-à-dire que Vexation, quand Satie est mort en 25, Vexation est resté dans les papiers. Et qui est-ce qui va faire surgir Vexation? Devinez, c'est John Cage. John Cage, il tombe là-dessus, il fait « Oh là, il faut le faire ». Et il le crée quand? En 1963. En 1963, il crée Vexation pour la première fois. Et comme il est un peu feignant, il fait venir 25 pianistes qui chacun fait un petit bout des 840 fois. Donc ça va, c'est assimilable, hein, parce que les gens restent classiques, donc on ne va pas les laisser trop longtemps. On ne va pas leur dire tu vas jouer 840 fois tout seul. Donc ces 25 pianistes vont jouer. Et cette répétition absolue de la musique va influencer quelqu'un qui est dans le public, qui est là, et qui écoute ces Vexations d'Erik Satie. Et cette personne s'appelle Andy Warhol. Et Andy Warhol, ça lui donne quoi? L'idée de la sérigraphie, de la reproduction de l'image à l'infini. On imprime l'image, les Elizabeth Taylor, les Marilyn Monroe, tout ce que vous voulez, etc. On reprend donc les canons de la société people de l'époque. Donc c'est déjà aussi du Marcel Duchamp, c'est-à-dire on reprend des choses qui existent déjà, qu'on connaît déjà, et on les reproduit avec, mécaniquement à l'infini en changeant les couleurs. On met de la peinture par-dessus, on fait changer. Et Andy Warhol, ça lui donne cette idée, cette vision de la reproduction à l'infini d'une même image. Donc vous voyez, Erik Satie, ça va assez loin dans l'idée. Donc il influence les plasticiens. Et bien entendu, il y a un moment où, s'il y a John Cage, eh bien, il y a forcément les répétitifs américains. Les répétitifs américains qui enclenchent les nouveaux, la postmodernité, c'est la relecture du passé ou les recréations rythmiques, harmoniques à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce rapport tout d'un coup à la pluridisciplinarité, au rapport à l'image, au rapport à d'autres arts qui vont se développer énormément et qui vont faire que je pense qu'Erik Satie est un des plus grands compositeurs de l'histoire dans le XXe siècle. Et d'ailleurs, John Cage dira, de toute façon, il y a deux grands compositeurs au XXe siècle, c'est Erik Satie et Anton Webern, qui est le deuxième élève de Schoenberg, qui a réussi à dire que le sérialisme, c'est bien, mais il faut que ce soit court. Et donc, il a retrouvé une forme presque poétique et minimale du sérialisme. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant. Que dire d'autre? Sinon que, je crois que je vous ai fait le parcours, j'ai remonté toute la pente, etc. Donc, Erik Satie, Vexation. Donc, quand il crée Vexation, voilà, c'est ça. C'est donc Andy Warhol qui est en 63 va être influencé par cette pièce de 1893. Hein, Erik Satie, c'est quelqu'un qui bouleverse carrément le sens même de l'écriture musicale. Autre chose,
Non. À partir du moment où j'ai fait cette parenthèse pour remonter quand même quelque part, je vous parlerai la prochaine fois, je réintroduirai quand même un autre compositeur, je n'ai pas eu le temps vraiment de parler, c'est René Aubry. René Aubry qui s'est inspiré aussi d'une forme rythmico-harmonique, qui est un guitariste, et qui a beaucoup travaillé avec la chorégraphe Caroline Carlson, sur des musiques donc répétitives, des musiques relativement simples et répétitives. Donc nous allons nous quitter sur une musique d'ameublement. Voilà. Voilà, donc sur cette musique d'ameublement, donc second entracte, un salon. Je vous souhaite un bon week-end, en bonne forme, et j'aborderai peut-être après René Aubry des compositeurs influencés par le répétitif, mais qui, eux, ont un aspect mélodique et pas rythmique, parce qu'il y en a aussi.